Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. À la une de l'actualité aujourd'hui, au Royaume-Uni, Theresa May a présenté son plan B devant la Chambre des communes après le rejet de son projet d'accord sur le Brexit par les députés la semaine dernière. La chef du gouvernement britannique s'est montrée ouverte au dialogue, mais ne compte pas revenir sur les fondamentaux du texte. À la veille de l'ouverture du sommet de Davos en Suisse, certains chefs d'État manqueront à l'appel, mais les regards vont se tourner vers de nouveaux dirigeants dont les propositions seront scrutées avec attention, notamment celle du président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres de la planète se creuse, pointe l'ONG Oxfam dans son dernier rapport. Des inégalités qui tiennent en un chiffre, 26 milliardaires détiendraient autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et puis un second souffle pour l'art contemporain au Ghana. Nous irons dans une galerie d'Accra qui soutient le travail d'artistes depuis des années et qui ont acquis aujourd'hui une véritable reconnaissance sur la scène internationale. Au Royaume-Uni, Theresa May s'est exprimée devant la Chambre des communes après le rejet de son projet d'accord sur le Brexit, obtenu au terme de longs mois de négociations avec Bruxelles, mais rejeté par les députés britanniques la semaine dernière. Depuis, la chef du gouvernement a survécu à une motion de censure et maintient le cap pour que les grandes lignes du texte soient préservées. Le point avec Audrey Tilve. Pas question d'organiser un second référendum sur le Brexit. Theresa May persiste et signe devant la Chambre des communes à laquelle elle présentait son plan B après le rejet par les députés de l'accord de divorce qu'elle avait négocié avec Bruxelles. La première ministre britannique s'est dit ouverte au dialogue, mais ses lignes rouges restent immuables. Il y a de grandes inquiétudes sur la possibilité que le Royaume-Uni quitte l'UE sans accord. Il y a ceux des deux côtés de la Chambre des communes qui veulent que le gouvernement exclue cette possibilité. Or, nous devons être honnêtes avec le peuple britannique sur ce que cela signifie. La meilleure façon d'écarter le no deal, c'est que cette Chambre approuve un accord avec l'Union européenne et c'est ce que le gouvernement tente de faire. La seule autre manière d'éviter un Brexit sans accord, ce serait de révoquer l'article 50, ce qui voudrait dire rester dans l'Union européenne. D'autres pensent que ce dont nous avons besoin, c'est de plus de temps. Ils disent donc que nous devons prolonger l'article 50 afin de donner plus de temps au Parlement pour débattre de la façon dont nous devons partir et de ce à quoi l'accord devrait ressembler. Mais cela, ce n'est pas exclure un no deal, c'est simplement retarder la prise de décision. Theresa May promet toutefois plus de dialogue avec le Parlement, notamment sur la protection des droits des travailleurs et sur la question sensible du filet de sécurité, censé éviter le retour d'une frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. De l'autre côté de la Manche, la ville de Calais, en France, est en première ligne pour subir les conséquences du Brexit. Entre la densité des échanges et le contrôle aux frontières, chacun pense ici au scénario d'une sortie de l'Union sans accord et aux effets qui seraient à prévoir. Grégoire Laurie. Un Brexit sans accord inquiète les milieux économiques et associatifs. À Calais, les ONG qui viennent en aide aux migrants craignent le chaos de part et d'autre de la Manche. Une sortie désordonnée du Royaume-Uni risque d'entraîner un renforcement des contrôles aux frontières. Près de 600 personnes ont été interceptées l'année dernière alors qu'ils tentaient la traversée. Je comprends que le Royaume-Uni ne sera plus contraint par le règlement de Dublin. Donc, les gens ne seront plus renvoyés vers le pays membre où l'on aura pris leurs empreintes digitales. Calais ne veut prendre aucun risque et se prépare à tous les scénarios. Le port prévoit ainsi la création d'infrastructures supplémentaires pour répondre aux nouvelles procédures douanières qui entraîneront un allongement du temps d'attente pour les transporteurs en transit. Franchement, je ne vois pas où sera le problème. Ça fait, je veux dire, 1 an qu'on réfléchit, 6 millions d'euros d'investissement. Nous avons prévu surtout des parkings, nous avons prévu des aides et il n'y a aucune raison qu'il y ait, comme certains veulent l'indiquer, des énormes bouchons, des ralentissements de trafic. En période de pointe, près de 10 000 camions peuvent traverser quotidiennement la Manche entre Douvres et Calais. Le responsable du port français estime que même en cas d'un Brexit dur, les liaisons commerciales devraient se maintenir au même niveau.
Le forum de Davos s'ouvre demain en Suisse en présence d'acteurs majeurs du monde économique et d'une soixantaine de chefs d'État. Mais certains d'entre eux, et non des moindres, devraient s'illustrer par leur absence. Les précisions de Romain Gauguelin. Donald Trump, Theresa May et Emmanuel Macron sont les grands absents cette année du Forum économique mondial de Davos qui s'ouvre ce mardi dans les Alpes suisses. Le président américain était la vedette de l'édition 2018, mais cette année, Donald Trump est empêtré dans le shutdown qui dure depuis plus d'un mois. De son côté, Theresa May ne peut s'extraire du bras de fer sur le Brexit qu'elle conduit à la Chambre des communes. Quant à Emmanuel Macron, l'autre star du Davos de 2018, il fait face à la contestation sociale des Gilets jaunes et le président français a lui aussi renoncé à la grand-messe de la finance internationale. Je pense que c'est Jair Bolsonaro qui va vraiment faire des vagues. Il est le président populiste brésilien. C'est la première fois qu'il est à Davos depuis son élection et je pense qu'il va y avoir un examen minutieux de ce qu'il a à dire ici. À la veille de l'ouverture officielle du forum de Davos, le FMI révèle ce lundi qu'il abaisse à 3,5% son estimation pour la croissance mondiale 2019. C'est un recul de 0,2 points par rapport à la précédente estimation du FMI qui pointe les tensions commerciales, le Brexit et la fronde sociale en France parmi les raisons du ralentissement de la croissance. La croissance devrait aussi marquer le pas en France, mais pour quelles raisons? La réponse de Gian Maria Milesi Ferretti, directeur adjoint de la recherche au Fonds monétaire international. Pour la France, les manifestations vont avoir automatiquement un impact sur l'économie en raison des arrêts de travail qui en découlent. Mais elles auront aussi un impact plus général sur l'atmosphère et donc des conséquences plus durables. Au total, l'impact sur la France est modeste. La révision que nous avons faite pour la France est plus modeste que celle pour l'Italie et l'Allemagne. Mais bien sûr, tout dépend de comment la situation va évoluer ces prochains mois. Une croissance de moins en moins redistribuée, avec les plus riches qui ont vu leur capital s'arrondir et les plus modestes qui s'appauvrissent encore sur l'ensemble de la planète. Le dernier rapport d'Oxfam pointe une nouvelle fois une hausse des inégalités. Maxime Bios-Duplan. Le fossé entre les plus riches, comme Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou Bernard Arnault, et les plus pauvres, est-il en train de se réduire? Eh bien, au contraire, déclare Oxfam. Il s'est encore creusé en 2018. Une poignée de milliardaires, 26 exactement, détiendrait en fait aujourd'hui autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Rien que l'an dernier seulement, nous avons vu la richesse des milliardaires augmenter de 2,5 milliards de dollars par jour, tandis que la richesse de la moitié inférieure de l'humanité, qui était de 3,8 milliards de dollars, diminuait de 500 millions de dollars par jour. Il s'agit d'une tendance, ce n'est pas juste ponctuel. L'ONG Oxfam constate, mais dénonce également. La richesse est particulièrement sous-taxée. Les milliardaires disposent des taux d'imposition les moins élevés depuis des décennies, dit-elle. 7 600 milliards de dollars seraient ainsi cachés au fisc. Les profonds changements qui s'opèrent sur la scène internationale affectent aussi l'économie en Asie. L'isolationnisme marqué des États-Unis a été l'un des éléments les plus pénalisants pour l'économie chinoise, sévèrement touchée l'an dernier. La croissance chinoise en perte de vitesse en 2018, avec plus 6,6% l'année dernière, elle a atteint son plus faible niveau en 28 ans. En 1990, la progression du PIB chinois avait en effet été particulièrement poussive à 3,9%, avait suivi des années de croissance à 2 chiffres avant une décélération continue depuis 2009 et la crise financière internationale. Une croissance affectée notamment par le conflit commercial sino-américain. Le différend commercial entre la Chine et les États-Unis nuit aux économies des deux pays et à d'autres économies dans le monde. Nous nous sommes penchés sur cette question et nous avons évolué dans le bon sens. Sur le plan économique, la Chine et les États-Unis peuvent tirer profit d'une coopération et seront perdants dans la confrontation. Une coopération servira aussi les intérêts de nombreux pays, autant qu'une confrontation pourrait les affecter. Si pour la Chine, le plus grand changement vient de l'extérieur, selon les analystes, le ralentissement de l'économie est fortement lié aux mesures prises par Pékin pour réduire son colossal endettement. La Chine qui a d'ailleurs récemment assoupli sa politique fiscale dans l'espoir de doper la consommation.
C'est l'affaire qui ne cesse d'empoisonner l'Élysée. Alexandre Benalla était entendu ce lundi par la commission d'enquête du Sénat pour répondre de l'usage de ses passeports diplomatiques. Ils auraient été utilisés une vingtaine de fois selon le cabinet de la présidence depuis sa mise en examen pour ses interventions musclées lors des manifestations du 1er mai. Une audition qui a tourné au bras de fer avec les parlementaires. Les explications de Johan Giametta d'Angelo. Monsieur Benalla, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous n'avez pas encore rendues? Obstiné jusqu'au bout de son audition. Pendant 2 heures, alors que les sénateurs ont tenté de lui arracher des explications sur l'attribution de ses passeports diplomatiques, Alexandre Benalla a préféré botter en touche. Ses réponses, il souhaite les garder pour la justice. L'ancien chargé de mission auprès de l'Élysée est en effet depuis vendredi mis en examen pour utilisation abusive de passeports diplomatiques. Des documents qu'il aurait utilisés 23 fois, avoue l'intéressé, pour des activités personnelles en Afrique, alors même qu'on lui avait retiré ses fonctions. Une anomalie qui a motivé les sénateurs français à se réunir en commission ce lundi, chargés d'enquêter sur la responsabilité de l'administration dans cette affaire. Alexandre Benalla a-t-il oui ou non profité d'une indulgence de l'Élysée dans ce dossier? Les réponses très laconiques du responsable de sécurité n'ont fait que renforcer le flou autour de l'attribution de ces passeports. La tension monte entre la Syrie et Israël. Ce dimanche, Tsahal a intercepté des tirs de roquettes lancés en direction du plateau du Golan, des tirs présentés par Damas comme des ripostes à des raids menés par l'armée israélienne. Et tôt ce matin, l'État hébreu a mené une série de frappes intensives en Syrie. Israël dit avoir conduit dans la nuit de dimanche à lundi une série de raids aériens en Syrie contre des sites militaires de la force iranienne Al-Quds, puis contre des cibles de la défense antiaérienne du régime de Damas. Les raids ont duré 1 heure. L'armée russe, alliée du régime de Bachar el-Assad, révèle que 4 soldats syriens ont été tués. Tsahal indique que ces raids sont une riposte aux tirs lancés la veille par les forces iraniennes vers le plateau du Golan. Le chef de l'armée de l'air iranienne, le brigadier général Aziz Nazirzadeh, assure ce lundi que son pays est impatient de combattre Israël. C'est une reconnaissance qui aura mis du temps à arriver. Au Ghana, les artistes sont de plus en plus nombreux à vivre de leur travail grâce à la renommée qu'ils ont acquise bien au-delà des frontières. Une renommée qui s'est tissée en grande partie grâce à une galerie fondée par un véritable passionné. Maxime Bios-Duplan. Une galerie d'art à Accra, au Ghana, l'un des lieux de plus en plus nombreux qui ont pour vocation à faire découvrir l'art contemporain ghanéen en pleine croissance à l'international. Fondateur de cette galerie, Seth Day préfère, dit-il, contempler un tableau ghanéen plutôt qu'un Picasso sur les murs de son salon. Maintenant, beaucoup ici rêvent d'un nouveau musée national d'art. Oui, je serai tout à fait disposé à contribuer à la collection initiale du musée. Vous savez, il n'est pas nécessaire que le musée soit grand, mais qu'il soit agréable, car le musée national actuel n'est pas en bon état. Ablade Glover a 84 ans et lui un pionnier, et son travail est enfin reconnu hors du Ghana. Les jeunes générations, elles, seront représentées à Venise lors de la prochaine biennale en mai, car un pavillon ghanéen va y être installé. Enfin, un mot de sport pour refermer ce journal. C'est l'événement sportif de l'année aux États-Unis, le Super Bowl qui se tiendra le 3 février prochain. Et on connaît désormais le nom des 2 équipes qui vont s'affronter. Pierre Michaud. Les fans des Patriots sont beaux être habitués, se qualifier pour le Super Bowl reste un exploit unique. Pour la 3e année consécutive, la franchise de New England sera au grand rendez-vous du foot US. Elle y retrouvera la défense de fer des Los Angeles Rams, les hommes de Sean McVay qui sont allés se qualifier à la Nouvelle-Orléans après prolongation. Les Patriots de Tom Brady ont battu chez elles la meilleure équipe de la saison régulière, les Chiefs de Kansas City. Le 53e Super Bowl aura lieu le 3 février prochain
à Atlanta. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci de l'avoir suivi et très belle soirée à tous.